Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui en refermant un petit peu cette parenthèse qui a été ouverte la semaine dernière par Mariangela Albano sur la question des espaces mentaux à partir de Fauconnier. On y reviendra au mois de mars. Elle va revenir pour nous parler de la théorie de l'intégration conceptuelle, alias théorie du blending. Elle reparlera forcément des espaces mentaux. Ce que vous pouvez retenir de cette séance précédente, notamment, sans entrer dans le détail de la formulation de ce cadre théorique, c'est que, et ça on le verra aussi un peu à partir de Langacker, mais je n'aurai pas le temps de développer évidemment toute l'approche grammaticale de Langacker, ce qu'on appelle la cognitive grammar. Ce que vous pouvez retenir, c'est cette idée que tout au moins dans l'histoire, à partir des années 80 et un peu après, les spécialistes de linguistique cognitive ont cherché à redonner des formulations cognitives de problèmes traditionnels. Et il est vrai que parfois on a l'impression qu'on n'apprend rien de nouveau, mais c'est simplement que il y a une autre appréhension de phénomènes déjà connus qui par la suite peuvent donner des éléments nouveaux, mais en fait qui dans leur formulation initiale sont simplement des redescriptions cognitivisées, si j'ose dire, de phénomènes linguistiques relativement traditionnels. Alors, aujourd'hui, je voudrais quasiment terminer sur les métaphores conceptuelles. On a déjà passé beaucoup de temps, mais c'est une notion importante. Donc, je vais y consacrer encore cette séance. Et je ne serais pas allé tout à fait au bout du livre. J'aurais bien aimé vous présenter l'ensemble, mais je vais être obligé, je crois, de m'arrêter en cours de route, mais on aura vu, je vous rassure, vraiment l'essentiel, parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est un livre un peu bizarrement fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, puisque vous l'avez travaillé pour un... C'est un livre qui n'a pas du tout une progression linéaire, régulière, etc. Il revient, il fait des synthèses, il ajoute un chapitre, quelques exemples supplémentaires. Il est fait d'une manière assez bizarre. Je serai quand même obligé la semaine prochaine de faire une dernière séance un peu conclusive, et peut-être on enchaînera sur autre chose en fonction de ce que j'aurai eu le temps de faire aujourd'hui. Mais bon, on va essayer quand même de boucler aujourd'hui une problématique et de l'illustrer par un exemple pris dans la vie politique contemporaine. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais Lakoff, en l'occurrence, applique la théorie des métaphores conceptuelles à l'analyse politique. Et donc, vous verrez, c'est ce que je vous montrerai dans la dernière partie de ce cours, il y a un blog, Lakoff tient un blog dans lequel j'ai extrait un article sur Trump, qui date un peu avant son élection, mais où vous verrez comment on peut appliquer la théorie des métaphores conceptuelles à une analyse d'une situation politique, des discours politiques, des métaphores conceptuelles véhiculées par certains hommes politiques. Alors, j'en étais resté à la question de la typologie. Alors, les choses ne sont pas présentées d'une manière aussi explicite dans le livre, mais tout de même, c'est ce qui apparaît. Il y a trois grands types de métaphores. Les métaphores structurelles qui sont développées, qui sont des métaphores plus ou moins... qui sont installées dans les langues, mais qui ne sont pas des métaphores élémentaires, basiques. Alors que les deux autres, les métaphores d'orientation et les métaphores ontologiques, la métaphore d'orientation et la métaphore ontologique, ce sont des métaphores élémentaires, basiques. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure parce qu'un des élèves de Lakoff a consacré une thèse entière à cette question des métaphores les plus élémentaires. Je vous en toucherai un petit mot. Alors,
Les métaphores structurelles, bon, on les a déjà bien étudiées, l'amour est un voyage, etc. Les métaphores d'orientation, ce sont les métaphores qui se fondent sur les distinctions haut, bas, devant, derrière, etc. Donc principalement fondées sur des paramètres spatiaux. Et puis la métaphore ontologique qu'on n'a pas vue encore et qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'idée qu'on comprend des choses abstraites à partir de choses concrètes. Autrement dit, on comprend des expériences humaines en termes de choses plus concrètes que sont des entités ou des substances. Alors, pour les métaphores d'orientation, je fais un petit rappel rapide de ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Le terme en français n'est pas forcément très heureux, métaphore d'orientation. Je pense qu'on pourrait trouver une meilleure traduction. Mais grosso modo, la plupart de celles qui sont analysées par Lakoff sont fondées sur l'opposition haut-bas. Alors, on avait vu en consultant l'article haut du TLFI que certaines sont communes, le fait que la valeur soit en haut et le manque de valeur soit en bas, la domination soit en haut et les dominés sont en bas, ça c'est commun. Il y a des métaphores conceptuelles qui sont présentées, qui sont apparentes dans l'article du TLFI, mais qui ne sont pas analysées par Lakoff, qui sont le passé est en haut, ou l'aigu est en haut, ou dans l'ordre de la perception, une perception intense, elle est plutôt vers le haut. Et puis des métaphores conceptuelles qu'on trouve chez Lakoff et Johnson, mais qui n'apparaissent pas comme étant des éléments du lexique, qui ne sont pas vus comme faisant partie de la polysémie du mot « haut », en tout cas. Eh bien, c'est le bonheur est en haut, la santé ou la vie sont en haut, le conscient par rapport à la non-conscience est en haut. Bon. Donc, je l'avais dit, le lexique n'enregistre pas toutes les métaphores conceptuelles. Du coup, ça pose un problème de méthode. On ne peut pas se baser que sur des données lexicographiques pour extraire des métaphores conceptuelles. Du coup, c'est quand même assez difficile de savoir comment faire l'inventaire complet des métaphores conceptuelles mises en œuvre dans une culture à un moment donné. Mais bon, ça doit pouvoir se faire. Il faut trouver des méthodologies adéquates. Et puis, j'avais remarqué que c'est assez curieux que Lakoff et Johnson laissent de côté les métaphores perceptives. L'idée que le haut soit associé à l'aigu, qui est tout à fait, commune, un son chanté haut, des tonalités hautes, etc. Une voix haut perchée, etc. Il y a toutes sortes d'expressions qui montrent que le haut peut être associé à l'aigu. Et d'ailleurs, il y a aussi des motivations concrètes. Les petits animaux qui volent, etc., les oiseaux font des sons aigus, ils sont en haut, ils sont en l'air. Et les gros animaux qui sont fixés au sol produisent des sons graves, par exemple. Ce genre de motivation. Bien, et ça, c'est laissé de côté par Lakoff et Johnson. On a l'impression que c'est parce que, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, ce qu'ils retiennent surtout, c'est le fait que les métaphores conceptuelles permettent de parler, d'avoir des sources concrètes pour des cibles abstraites. Et là, on est un peu dans du concret, dans du perceptif dans les deux cas. Alors, ce genre de phénomène renvoie plutôt à ce qu'on appelle les correspondances intermodales ou transmodales, les correspondances transmodales, cross-modal correspondences, un sujet dont j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler et sur lequel un colloque va être organisé ici le 4 et 5 mai prochain, je vous en reparlerai. Alors, quelles sont leurs conclusions sur les métaphores d'orientation? Alors, première remarque, la plupart de nos concepts fondamentaux sont organisés en fonction d'une ou plusieurs métaphores d'orientation spatiale. Alors, d'accord, la plupart, oui, c'est un peu vague, il faudrait essayer de dire c'est quoi, quels sont nos concepts fondamentaux et quel est le pourcentage de ces concepts fondamentaux qui sont organisés à l'aide de métaphores d'orientation spatiale. Peut-être que d'une langue à l'autre, ça peut varier, etc. Ça, il faudrait l'examiner de plus près. Il y a une systématicité interne à chaque métaphore spatiale,
et une systématicité externe globale. C'est-à-dire que, bon, bah, si le bon est en haut, le bonheur aussi, la vie, etc., tout ça est cohérent, les différentes métaphores conceptuelles, ce qui est bien, ce qui est agréable, et tout ça est en haut, et ce qui est mal, désagréable, etc., est en bas. Il y a une sorte de cohérence, non seulement interne, mais aussi externe, globale. Les métaphores sont enracinées dans notre expérience culturelle et physique. Hein, donc à chaque fois, vous vous souvenez, Lakoff donne une motivation, une justification de la métaphore conceptuelle. Je ne sais pas, par exemple, quand il justifie que la vie est en haut et la mort est en bas, bah, voilà, quand on est mort, on est allongé, quand on est en vie, on est debout. Bon. Donc il y a une sorte de justification qui est liée alors, à notre expérience culturelle et physique. Ça, c'est une articulation entre le culturel et le physique qui va être précisée tout à l'heure. Hein, on va en reparler parce que ça demande un peu de clarification. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces métaphores ne sont pas arbitraires. Hein, on pourrait dire, bah oui, c'est complètement arbitraire de dire le bonheur c'est en haut et le malheur est en bas. Mais non, c'est quand même très constant dans les cultures et c'est pas un hasard si c'est comme ça. C'est pas si on dit je saute de joie plutôt que je m'enfonce de joie, ça n'est pas juste un hasard et un pur arbitraire de l'évolution linguistique. Donc c'est quand même ça la thèse forte dans cette affaire. Oui ? C'est quelque chose qui est dû aux religions. Les dieux, ils n'étant pas sur notre planète, ils sont ailleurs, et s'ils sont ailleurs, ils sont en haut. Oui. Alors, Dieu est tellement puissant qu'il ne peut pas nous être qui veut le mal. Donc si Dieu veut le mal, accepte le mal. Si tu luttes contre une puissance qui est Satan, lui est forcément en bas. Oui, oui, oui. Les religions entrent, enfin le fait que l'enfer soit en bas et que le paradis soit en haut est complètement cohérent avec ce système de métaphores conceptuelles, hein, tout à fait. Alors après, on ne peut pas... L'idée de Lakoff et Johnson, c'est plutôt que ce sont les religions qui ont emprunté des métaphores conceptuelles qui viennent de notre organisme et de notre vie conceptuelle, et que ça n'est pas une influence des religions, parce qu'on trouverait peut-être enfin, je ne sais pas s'il y a des religions où le haut, le ciel, etc. est complètement dévalorisé, serait l'enfer, etc. Je ne sais pas, ça il faudrait voir avec des anthropologues, mais bon. Alors, vous voyez, là aussi, il y a un problème de traduction. On traduit embodiment par incarnation. Alors, c'est peut-être ça qui vous a fait penser à la dimension religieuse. C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant comme traduction, pour dire embodied, ça veut dire vraiment incorporé. Hein. Mais incorporation, c'est un peu bizarre. Alors évidemment, incarnation, ça a quelque chose de très christique. Hein. Bon, alors pour les Français, souvent utilisent incarnation et précisent entre parenthèses embodiment, mais je ne sais pas si on peut trouver mieux. Mais là aussi, ça fait partie de la réflexion sur la traduction des concepts de la linguistique cognitive en français. Les fondements physiques et sociaux des métaphores conceptuelles sont divers. Alors, Lakoff prend l'exemple du sourire, du bonheur, etc., en disant que quand on sourit, on élargit la bouche, en quelque sorte. Hein. On dit un homme expansif, etc. Donc, on pourrait avoir comme métaphore conceptuelle que le bonheur est large, hein, à cause de cette base du sourire, de l'élargissement du visage. Mais en fait, elle est possible, hein, puisqu'on dit un homme expansif, mais ça n'est pas la métaphore dominante dans notre culture. La métaphore dominante, elle est plutôt sur l'axe haut-bas. Hein, le bonheur est en haut. Et puis, il y a une idée aussi chez Lakoff et Johnson que les concepts intellectuels, par exemple scientifiques, reposent également sur des métaphores conceptuelles. Donc, par exemple, quand on parle de particules à haute énergie, c'est pas qu'elle est haute au sens de... Voilà, c'est que c'est la hauteur au sens de l'intensité. Et
l'idée, mais ça c'est juste une suggestion, hein, c'est que si une théorie scientifique rencontre auprès du public un attrait assez spontané, assez facile, c'est qu'elle repose sur des métaphores conceptuelles qui sont les mêmes que celles qui structurent notre expérience. Bon, alors ça, c'est aussi une idée, pourquoi pas, mais qui n'est pas étayée dans le livre. Hein. C'est une piste qui est lancée et ça mériterait d'être examiné de plus près. Mais par exemple, on pourrait peut-être défendre à partir de cette idée l'idée que une des raisons pour lesquelles la théorie de la mécanique quantique est si complexe à comprendre, c'est que précisément elle repose sur une logique qui est complètement étrangère à celle qui génère nos métaphores conceptuelles. Alors, passons maintenant au dernier type de métaphores, les métaphores ontologiques. Alors, les métaphores ontologiques, c'est au fond très simple, très général aussi. Hein. C'est l'idée qu'on comprend nos expériences, donc comme je le disais tout à l'heure, en termes d'identité et de substance. Alors, on va avoir un domaine source qui est le domaine physique, où il y a des choses, hein, si vous voulez, des entités, des substances, ça veut dire des choses, et puis un domaine cible qui est un monde non physique. Alors, si on peut distinguer plusieurs types, hein, l'entité elle-même, donc si on utilise cette métaphore conceptuelle, l'inflation est une entité. L'inflation, c'est quelque chose d'abstrait. Mais si vous dites l'inflation dévore une partie de nos revenus, c'est une entité, mais là même on est presque dans la personnification, hein, mais bon, ça reste une entité, ça perd son caractère abstrait. À partir de la métaphore conceptuelle, l'esprit est une entité. On peut avoir des sous-métaphores conceptuelles qui peuvent être l'esprit est une machine, mon esprit est incapable de fonctionner, il ne tourne pas rond. Hein, ce sont des expressions assez courantes qui font de l'esprit quelque chose de très concret. D'accord, hein, une entité, et en l'occurrence ici, un type d'entité particulier qui est une machine. Une autre métaphore conceptuelle dérivée de l'esprit est une entité, c'est l'esprit est un objet fragile, il a craqué à l'interrogatoire, par exemple. D'accord, ça, donc, ce sont des exemples, mais il y en a vraiment, enfin, là, c'est extrêmement vaste, hein, le genre de cas où on peut dire que quelque chose d'abstrait est vu comme une entité. Alors, l'intérêt de conceptualiser des expériences abstraites comme des entités, c'est qu'ensuite on peut effectuer des opérations sur ces entités. Opérations de référence, de quantification, d'identification d'aspect ou de cause. Alors, par exemple, de référence, ma peur des insectes, hein, donc la peur ici est référée à une personne, bon, là, c'est quelque chose d'abstrait. Hein. Ma peur des insectes est en train de rendre folle ma femme. Et quantification, ce livre exigera beaucoup de patience, hein, une certaine quantité de patience. La patience, qui est une chose abstraite, est vue ici comme une entité pouvant exister du coup dans une quantité plus ou moins grande. Là, il y a des identifications d'aspects. Hein. La guerre est vue comme sous l'aspect de la brutalité. Identification de cause, donc dans la phrase hein, la brutalité de la guerre nous rend tous inhumains. Identification de cause, le poids de ses responsabilités a provoqué sa dépression. Donc les responsabilités, ce sont des choses abstraites. Si on peut dire qu'elles ont un poids, c'est qu'elles sont vues comme des entités matérielles et qu'elles pèsent sur l'esprit. Hein. Et là, en l'occurrence, ces responsabilités, le fait de les conceptualiser comme un objet, puis de considérer le poids de cet objet, permet d'identifier une cause d'un autre événement, en l'occurrence ici, la dépression. Ensuite, toujours dans le cadre des métaphores ontologiques, on a des métaphores du contenant, hein, qui, en fait, projettent sur des,
réinterprète, conceptualise, hein, enfin c'est pas réinterprète, c'est conceptualise des choses abstraites avec un dedans et un dehors. Alors par exemple, les champs visuels sont des contenants. Le navire entre dans son champ de vision. Le champ de vision est vu comme quelque chose où il y a un intérieur, un extérieur, un dedans, un dehors. Les états sont des contenants. Donc, et les contenants de ces états, ils contiennent des événements, des actions. Es-tu dans la course dimanche? Il sort du coma. Donc, le coma est un état et un contenant, donc comme une boîte, quoi. Et quand on sort du coma, on sort de cette boîte. D'accord? On sort. Donc, il y a à l'intérieur de cet état qui est un contenant, il y a un événement ou une action. Et puis enfin, la personnification, qui est présentée dans un chapitre à part, mais qui correspond à un cas particulier de métaphore ontologique, où l'objet physique est conçu comme une personne. Donc, par exemple, ce fait plaide contre les théories classiques. Bon, normalement, c'est quelqu'un qui plaide, hein, c'est un avocat, et là, c'est un fait qui plaide contre, donc on a transformé une abstraction en une personne. C'est donc ce qu'on appelle la conceptualisation. Enfin, une conceptualisation par le biais de la personnification. Alors maintenant, on va s'interroger sur la façon dont le système conceptuel est fondé, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça s'organise, quels sont les fondements de base de tout notre système conceptuel. Et la question que Lakoff et Johnson posent, c'est est-ce qu'il y a des concepts qu'on comprend directement, sans passer par des métaphores conceptuelles? Alors, par exemple, le haut, le concept de haut. Et on a bien l'impression qu'il est perçu, évidemment, directement. C'est-à-dire, on n'a pas quelque chose de plus concret qui nous permettrait de comprendre ce que c'est que le haut. Donc c'est un concept élémentaire. Le fait que ce concept de haut, enfin ou plutôt, plus exactement d'ailleurs, l'axe haut-bas, soit un axe élémentaire de conceptualisation, vient de notre constitution corporelle. C'est parce que nous sommes des êtres debout, hein, des êtres verticaux, tout au moins lorsque nous sommes réveillés, que c'est pour cette raison que cet axe est aussi important. Alors, bien sûr, Lakoff et Johnson précisent que théoriquement, d'une manière purement spéculative, on aurait pu imaginer que d'autres cadres pour l'orientation spatiale puissent être mis en œuvre. Hein. Donc les coordonnées cartésiennes, vous voyez, c'est abscisse, ordonnée. Bon. Donc ça n'est pas cela qu'on utilise. Hein. Nos concepts spatiaux humains sont structurés par des concepts élémentaires qui sont en fait à l'image de notre insertion corporelle dans le monde. Nous vivons selon l'axe haut-bas, devant, derrière, droite-gauche, près, loin, etc. Donc, la structure de nos concepts spatiaux émerge de notre expérience spatiale habituelle, de notre interaction avec notre environnement physique. Donc, quand on dit le haut, c'est pas le haut au sens, quand on dit le haut dans la théorie des métaphores conceptuelles, on ne parle pas de haut au sens, dans un sens objectiviste. Hein. C'est pas, on ne va pas dire, par exemple, c'est haut à partir de 2 mètres et c'est bas à partir de telle distance. Non, il n'y a pas d'idée de hauteur objective. C'est l'axe haut-bas ou la hauteur en général en fonction de votre corporité. Bon.
On pourrait imaginer, là aussi, c'est une sorte d'expérience de pensée purement spéculative, que si nous étions des êtres complètement sphériques, qui nous déplacions en roulant, on n'aurait pas du tout le même système de métaphores conceptuelles. D'où la citation suivante. En d'autres termes, ce que nous nommons expérience physique directe ne se réduit jamais à la possession d'un corps d'un certain type. Nous dirons plutôt que chaque expérience a lieu sur fond de présuppositions culturelles. Bon, cette phrase est très obscure, hein, mais on voit bien que là, il y a quelque chose, il y a une réflexion qui se joue sur nature-culture, hein, sur qu'est-ce qui est purement physique et qu'est-ce qui est culturel. Pour comprendre ce que je vais commenter là, il faut garder à l'esprit l'idée que l'ennemi de la perspective de la linguistique cognitive, c'est l'objectivisme. Hein. L'être humain construit, conceptualise, etc. Ce qui existe pour l'être humain, ça n'est pas forcément ce qui existe objectivement dans le monde. Donc, c'est là où ils sont embarrassés. C'est que s'ils commencent à dire que il y a des sortes de valeurs concrètes, comme haut, bas, devant, derrière, qui sont fondamentales, il y a presque cette crainte de retomber dans une forme d'objectivisme. Hein. Alors, d'où cette idée, nous dirons plutôt que chaque expérience a lieu sur fond de présuppositions culturelles. Il est donc erroné de parler d'expérience physique directe, hein, pas d'expérience physique directe, comme s'il existait un noyau d'expérience immédiat que nous interpréterions à l'aide de notre système conceptuel. Les suppositions, valeurs et attitudes culturelles ne constituent pas une couche conceptuelle distincte que nous pouvons plaquer à notre guise sur l'expérience. Donc là, il y a bien cette idée d'une globalité, hein, d'une indissociabilité du corps, de l'expérience et de la culture. Il serait plus correct de dire que toute expérience est entièrement culturelle et que lorsque nous faisons l'expérience du monde, notre culture est déjà présente dans l'expérience elle-même. Donc il y a une interaction là entre la dimension culturelle, mais qui n'est pas vraiment définie, hein, c'est tout ce qui n'est pas corporel ici, et notre corps. Hein, on peut pas, il n'y a pas deux couches, la couche du corps, la couche de la culture qui vient par-dessus. Alors juste je termine, hein, parce que c'est important, mais, et c'est ce qui m'intéresse ici, si je commente cette citation, c'est à cause de l'opposition entre ces deux paragraphes. Pourtant, même si nous admettons que chaque expérience comporte des présuppositions culturelles, nous pouvons encore établir une distinction importante entre les expériences qui sont plutôt physiques, comme se mettre debout, donc l'axe haut-bas, et celles qui sont plutôt culturelles, comme prendre part à une cérémonie de mariage. Donc, vous voyez, un peu, il y a comme une espèce de gêne ici entre le besoin de distinguer des expériences plutôt physiques et des expériences plutôt culturelles, sans dire pour autant que l'être humain a des expériences purement physiques. Il y a toujours une dimension culturelle liée, bien sûr, à la conceptualisation et à la cohérence des métaphores conceptuelles en œuvre dans une culture qui intervient. Alors, une question, une remarque ? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout aussi bien dire que les prépositions culturelles, Présuppositions résultent de la possession d'un corps d'un certain type. C'est-à-dire déclarer comme antérieur le culturel avant le physique, ça me paraît audacieux. Oui. C'est-à-dire, dans leur esprit, à mon avis, c'est pas antérieur, hein, c'est simultané. Il y a quelque chose, il y a comme un... C'est très difficile pour un être humain de se dire, tout d'un coup, si j'enlevais la culture, il ne me resterait plus que le corps. Pardon ? C'est comme les deux faces du monde. Oui, voilà, c'est un peu cette idée-là. On a une indissociabilité. Votre expérience, elle se construit, oui, par votre, à la fois par l'interaction que votre corps construit avec le monde. C'est-à-dire qu'un animal non humain, par exemple, a une interaction avec le monde, une grenouille différente, hein, je veux dire, et si elle a des métaphores conceptuelles, ça ne va pas être les mêmes, elles ne vont pas être basées sur la même chose.
à supposer que, oui, enfin, de toute façon, si, les animaux conceptualisent aussi, je pense, hein, mais avec d'autres types de concepts et d'autres métaphores conceptuelles, probablement. Mais, en même temps, comment dire, voilà comment je comprends cela. Moi, les investissements culturels du haut et du bas, comme le bonheur est en haut, la joie est en haut, la tristesse est en bas, etc., ça n'est pas quelque chose que vous pouvez séparer et dire ça s'ajoute dans l'expérience à l'expérience physique du haut et du bas. C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu besoin de réfléchir ou de faire un effort pour percevoir que le bonheur est en haut et que le malheur est en bas. Il y a quelque chose, c'est ça l'idée d'embodiment, l'idée que les concepts sont incarnés. C'est que ça fait partie de vous. Bon, on va approfondir un petit peu cette notion. Alors, une autre citation qui approfondit cette distinction. Nous ne prétendons pas que l'expérience physique est en aucune manière plus fondamentale que d'autres formes d'expérience. Vous voyez, c'est ça qui est important. L'expérience physique n'est pas plus fondamentale que l'expérience affective, mentale ou culturelle. Toutes ces expériences peuvent être aussi fondamentales que les expériences physiques. D'accord ? Nous soutenons plutôt que nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques. Autrement dit, que nous conceptualisons le moins distinct en termes du plus distinct. Exemple avec la préposition « dans ». Henri est dans la cuisine, domaine spatial. Henri est dans les parachutistes, domaine social. Henri est dans l'embarras, domaine affectif. Et, commentaire, le concept « dans » émerge dans la première phrase directement de l'expérience spatiale. Dans la cuisine, ce n'est pas un cas de concept métaphorique. Donc du coup, par rapport à la question de tout à l'heure, existe-t-il des concepts que nous comprenons directement sans métaphore ? Henri est dans la cuisine, on le comprend directement sans métaphore. Il n'en est pas de même des deux autres phrases qui contiennent des concepts métaphoriques. Les groupes sociaux sont des contenants, par exemple, pour dire « est dans les parachutistes », il est dans l'enseignement, il est dans la médecine, etc. Les groupes sociaux sont vus comme des contenants avec des gens dedans, et donc on peut utiliser la préposition « dans », mais alors à ce moment-là, on a un concept métaphorique. Bien. Ces exemples montrent donc qu'il est possible d'avoir des types d'expériences également fondamentaux, tout en ayant des conceptualisations des expériences qui ne sont pas également fondamentales. Donc, au total, c'est ce que j'ai résumé ici, cet ensemble de remarques vise à bien faire la différence entre le plan de l'expérience où effectivement il n'y a pas d'expérience physique qui est plus fondamentale qu'une expérience affective, culturelle, etc. Toutes les expériences, il n'y a pas de différence de niveau entre le caractère fondamental ou non fondamental des expériences elles-mêmes pour l'être humain. En revanche, quand on parle non plus de l'expérience, mais de la conceptualisation de l'expérience, là, oui, on conceptualise l'abstrait avec le concret. Donc on va conceptualiser l'appartenance à un espace social à partir de la préposition « dans » qui montre l'appartenance à un espace physique. Donc, je trouve que là, c'est une distinction qui est claire, qui éclaire un petit peu les balbutiements des phrases précédentes, mais s'il y a des choses plus fondamentales que d'autres, c'est uniquement au niveau des conceptualisations et pas au niveau des expériences. Oui ? Moi, je pense que c'est un cas isolé, mais j'ai vu, je ne sais pas si c'est par rapport aux prépositions aussi, j'ai vu qu'en français on dit au primaire et dans le secondaire. Je sais pas si là, en primaire, oui. En primaire, oui. Et dans le secondaire. Ouais. Alors, dans le primaire, oui, dans l'enseignement primaire, je travaille dans l'enseignement. Ouais. Alors, on dit effectivement pour un élève, il est en primaire, on ne dira pas il est en secondaire, c'est vrai, on dira il est dans le secondaire pour un élève. Mais pour les enseignants, on va dire ils travaillent dans le primaire, dans le secondaire, etc. Donc ça marche assez bien. Mais vous avez raison, il y a une petite différence là. Et c'est typiquement, si vous voulez, le genre d'exemple que vous donnez ici,
dans les articles qui traitent de linguistique cognitive, il y a beaucoup de travaux sur les prépositions en linguistique cognitive. Ben justement, on analyse ce genre de contraste très fin. Dans une langue donnée, on va dire en dans un cas, dans l'autre. Et en analysant de près, en essayant de voir le plus de cas possible, on essaie de préciser un peu les types de conceptualisation qui sont faites et qu'est-ce que ça veut dire l'intérieur et quel genre d'intériorité est conceptualisé par rapport à dans. Vous voyez ? Et ça, bon, des auteurs comme Langacker ont beaucoup travaillé là-dessus. Lakoff a fait tout un travail sur over en anglais. Et on reviendra sur ce genre d'exemple. Hein. Non, mais vous avez raison, c'est vraiment typiquement le genre de cas où on a une entrée pour des problématiques de linguistique cognitive. Alors, maintenant, je vous disais tout à l'heure que, si vous voulez, le but, disons, le terme de cette réflexion sur existe-t-il des concepts que nous comprenons directement sans métaphore, le terme de cette interrogation, il est dans la question des métaphores primaires. Est-ce qu'il y a des métaphores primaires et quelles sont-elles ? Alors, la question n'a pas été traitée directement par Lakoff, mais par Grady, Joseph Edward Grady, qui donc a fait sa thèse, vous voyez, dans les années 90, puisqu'il a fait son MA en 92, donc là il n'y a pas la date, oui. Il a fait donc une thèse. Vous voyez qu'aux États-Unis, pour faire de la linguistique, c'est un doctorat de philosophie spécialisé en linguistique. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Avec, dans le jury, Lakoff, Switzer, Fillmore, Slobin. Hein, donc un jury quand même très prestigieux. Et donc, je vous mettrai la thèse, j'ai récupéré le PDF de cette thèse pour ceux d'entre vous que ça peut intéresser, pour un travail éventuellement, un travail futur. Donc, sans entrer dans les détails, mais Grady a vraiment travaillé sur la problématique des métaphores primaires. Et il donne en appendice, et c'est ce que je vais vous montrer, une liste des métaphores primaires qu'il a relevées. Donc, vous voyez, c'est une thèse de 300 pages à peu près, donc il y a une vingtaine, même pas quelques pages, il n'y en a pas tant que ça, hein, sur les métaphores primaires, donc celles qui sont vraiment les métaphores de base à partir desquelles toutes les autres sont construites. Il fait d'ailleurs une analyse critique de certaines métaphores analysées par Lakoff pour dire qu'on peut faire une décomposition avec des éléments de base plus fins. Alors, vous voyez comment elles sont classées. Les métaphores sont organisées en catégories un peu grossières, quoi. Il y a les relations atemporelles, la quantité et le degré, le temps, l'action et les événements, les affects, l'évaluation, les relations sociales, la pensée et la conscience. Donc ça fait quelques catégories. Alors, pour vous donner un aperçu du genre de choses qu'il analyse, donc dans la première rubrique des relations atemporelles, vous voyez, les attributs sont des possessions. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une voix forte, elle possède une voix forte. C'est une propriété, mais oui, c'est un attribut qui est vu comme une possession. L'essentiel est interne. Hein, elle a un charme de surface, ça veut dire que ce n'est pas essentiel. D'autres cas, alors je vais vous passer à la deuxième rubrique. Il y en a plein. Vous voyez, la similarité est vue comme de la proximité. Vous voyez, par exemple, son style de chant est à des kilomètres du mien. Hein, donc, la similarité, ici, c'est l'absence de similarité qui est vue comme une distance, mais bon. On est toujours. Voilà. Maintenant, les relations de quantité et de degré. Donc, la quantité est vue comme du volume. Vous voyez, donc là.
c'est pas la même chose, hein. La quantité, c'est plus abstrait que du volume. Bon, vous voyez les exemples, une énorme quantité de travail, un énorme volume de travail. Bon. Sur les métaphores du temps de l'action et de l'événement, donc le changement est un mouvement. My car's gone from bad to worse. Donc voilà, ma voiture, l'état de ma voiture va de mal en pire. Hein. Donc c'est une évolution, c'est un changement d'état qui est vu comme un déplacement. Allez, à cause de l'utilisation de go ici, gone. Alors on va prendre aussi des exemples dans la catégorie suivante. De l'affect, évaluation, relation sociale. Donc l'importance, c'est de la taille du volume. Hein, voilà, une énorme difficulté, par exemple, etc. La difficulté, c'est de la dureté. D'accord ? It's a very hard problem to solve. Des opposants, objecter, c'est attaquer. Les imperfections sont de la saleté. Voilà, ce qui est mauvais sent mauvais, etc., etc. Et puis, une dernière rubrique, la pensée et la conscience. Donc ça, c'est une métaphore très très prégnante dans la civilisation occidentale, que la connaissance, c'est de la vue. Tu vois ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Voir signifie comprendre. Hein. Et ça, c'est vraiment en chinois, ça marche aussi. Voir, c'est comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, la vue n'a pas... Mais peut-être pas d'une manière... Oui, si, vous avez des exemples? Par exemple, je dis «我看透了 », c'est-à-dire je vois. Et littéralement, ça signifie quoi? Littéralement, c'est je vois totalement. Ah, pour dire je comprends. Oui. Mais c'est un genre d'idiome, une tournure idiomatique? Je veux dire une phrase figée un peu? Oui. Ok. En italien, ça ne marche pas. Pour voir, pour l'idée que la vue, c'est de la conceptualisation. Je vois ce que tu veux dire, par exemple. Je vois... Ouais. Ah. D'accord. Ah oui. Bon, à réfléchir. Ça a l'air plus compliqué que... Non, mais c'est intéressant qu'en italien, c'est parce que ça marche bien en anglais. En allemand, ça marche aussi. Hein. Sehen signifie aussi comprendre. Comme... ouais. Mais je pense que vous la collègue chinoise. Il y a une expression figée en chinois qui veut dire « je comprends », mais qui utilise un mot qui renvoie à la vue, hein, si j'ai bien compris. Mais apparemment, tout le monde n'est pas d'accord. Non, est-ce que ça veut dire que vous connaissez cette expression est rare ou... C'est fréquent, mais c'est pas vraiment la compréhension. Ah, alors comment vous le traduiriez? Si c'est pas je comprends. En italien, voir, ça correspond à la connaissance parce que c'est video et video descendent de oida en grec, savoir, connaître.
Oui, mais il faudrait trouver des expressions dans lesquelles cette métaphore conceptuelle est apparente. Alors oui, pour revenir au cas du chinois, pendant que vous réfléchissez à l'italien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expression ? Ouais. Alors ? Qu'est-ce que vous concluez ? C'est facile à comprendre. Ça dépend du contexte. Mais dans cette expression, il y a un mot qui signifie voir. D'accord. Ok. On voit à l'intérieur. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Et alors pour l'italien, donc, c'est quoi votre conclusion ? On ne peut pas les traduire littéralement. Ouais. Il y a toute une série de métaphores, par exemple, est-ce que tu as vu ce qu'il a fait ? Oui, j'ai vu. Donc j'ai pris connaissance de ça. Ah oui, d'accord. D'accord. Et puis il y a la métaphore voir égale connaissance. Ça c'est un peu ésotérique en effet. Et puis je pense vraiment qu'il y a une double signification parce que ça descend, parce que c'est du latin video, mais aussi oida. Oui. Oida est resté quand même un peu. Oida est plutôt comprendre. D'accord, mais oui, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des explications étymologiques dans certains cas, mais au fond, les métaphores conceptuelles n'ont pas forcément besoin d'être motivées par l'étymologie. Très bien. Alors, donc, vous voyez que à partir du travail de Grady, pour le prononcer en anglais, vous avez quand même un répertoire, c'est à ma connaissance le plus complet et le plus systématique qui existe, des métaphores conceptuelles de base qui vous permettent d'en trouver d'autres. Peut-être qu'il en a oublié, peut-être, mais c'est un travail qui, à mon avis, est vraiment, enfin, disons, poursuit les idées générales de Lakoff, Johnson, etc., en donnant une matière un peu concrète quand même, qui permet ensuite de faire d'autres études. Donc, à mon avis, aujourd'hui, un travail sur les métaphores conceptuelles doit forcément s'appuyer un peu sur ça. Bon, après, il y a eu d'autres commentaires, d'autres textes de Grady qui ont été publiés, mais c'est quand même le matériau de base qu'il a fourni et qui est assez précieux. Lui-même explique d'ailleurs que sa méthodologie pour arriver à ce genre à cette liste est très, très intuitive. C'est-à-dire, il a pris des métaphores conceptuelles citées par Lakoff, puis d'autres dont il a eu l'idée comme ça, mais il n'y a pas de systématicité. C'est très difficile, encore une fois, de trouver une systématicité, mais au fond, elles sont tellement générales que... alors, encore une fois, ce ne sont pas les métaphores structurelles. Là, c'est un peu quelque chose qui va au-delà des métaphores d'orientation et des métaphores ontologiques. C'est un stade où... vous voyez, par exemple, si on prend comprendre, c'est voir, on n'est pas dans une métaphore structurale au sens de l'amour est un voyage, parce que c'est plus fondamental que ça. Parce que l'amour, on peut le voir comme plein de choses différentes, comme une œuvre d'art, comme... il y a différentes métaphores conceptuelles possibles. Mais comprendre, c'est voir, il y a des cultures dans lesquelles c'est une métaphore très... prégnante. Et dans la philosophie grecque, pour revenir à l'exemple du grec, chez Platon, c'est très visible que chez Platon, Aristote, cette métaphore est encore très très prégnante. Voilà, donc je n'aurai pas le temps cette semaine, du coup j'avais prévu de vous parler de l'application des métaphores conceptuelles à la vie politique. On va attendre les rebondissements de la semaine prochaine, qui sont nombreux dans la vie politique française aujourd'hui. Et je vous promets que la semaine prochaine, on applique les métaphores conceptuelles à la vie politique américaine et française.
Voilà, merci de votre attention, donc et la semaine prochaine.